40 ans de tensions sociales, de crises économiques, mais aussi de stratégies de résilience. Au cœur des multiples contestations, le pouvoir de Paul Biya n'a pas lâché du lest. Et en célébrant les 40 années de magistère, nous consacrerons cette émission à feuilleter le passif et l'actif de ces années au pouvoir de Paul Biya. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'information, édition spéciale. Et pour en parler, pour cette édition, nous recevons sur ce plateau un habitué, Louison Essamba, universitaire, spécialiste de droit public. Bonjour. Bonjour Madame Naossi, bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé d'être là pour une édition aussi spéciale concernant un chef d'État, un grand homme d'État qu'est son Excellence Paul Biya. Eh bien, ce 6 novembre 2022, Paul Biya et ses partisans vont célébrer les 40 ans passés au pouvoir. De nombreux contemporains situent le 6 novembre 1982 comme une journée qui a charrié beaucoup d'espoir avec la prise de pouvoir par Paul Biya. Pourquoi, selon vous ? Oui, beaucoup d'espoir. Mais avant d'y répondre, je voudrais quand même rétablir et réactualiser l'histoire. Vous savez, avec l'histoire, on comprend mieux la trajectoire de ce que nous voulons dire. Vous savez, l'une des transitions politiques les mieux réussies en Afrique a été celle justement du 4 novembre 1982, où en interprétant les dispositions constitutionnelles, bien entendu, la réforme constitutionnelle de 1979, qui en son article 7 indiquait que, en cas de départ volontaire du chef de l'État, de démission ou de décès, celui qui va assurer la continuité de l'État, c'est le Premier ministre. C'est jamais vu dans des constitutions africaines. C'est une singularité camerounaise. Et selon les grands maîtres du droit, on a estimé que nous avons eu droit à une transition de gré à gré, à une transition amicale, mais il faut le dire plus rigoureusement, à une transition constitutionnelle. Parce que nous avons, sur la base exégétique, nous avons interprété les dispositions constitutionnelles et ce sont elles que l'on a appliquées pour que le président Paul Biya prenne pacifiquement le pouvoir. Transition apaisée. Transition apaisée et qui a été à la limite célébré en Afrique parce que beaucoup des États africains avaient tenté une telle opération qui n'avait malheureusement pas réussi. Et je crois que le Cameroun avait, à partir de cette transition démocratique, avait donné du temps aux pays africains de se dire on peut passer le pouvoir sans qu'il y ait des effusions de sang, sans qu'il y ait des secousses de part et d'autre. Et c'est ce que nous avons vécu lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir le 6 novembre. Et cela charrie l'espoir. Pourquoi ? Parce qu'on voit un monsieur qui arrive, il est d'une élégance incomparable, il est jeune. Et ce jour-là, je vais vous dire, le 6 novembre, les universités sont sorties, le peuple est sorti pour célébrer un homme. Parce qu'on se dit, voilà, un peu comme le disait Yaoundé, la démocratie, c'est aussi l'instauration ou l'institution des nouvelles personnes, porteuses des nouvelles idées. Et c'est pourquoi ça avait été tant célébré, parce qu'on a vu une nouvelle personne arriver qui a côtoyé pendant longtemps le président Feu Ahidjo et en qui aujourd'hui on fait confiance pour la gestion de la magistrature suprême ou du moins de l'État du Cameroun. Que répondez-vous à ceux qui parlent d'immobilisme, de sclérose du pouvoir 40 ans après ? Écoutez, il serait présomptueux, il serait intellectuellement présomptueux, même prétentieux, de prétendre faire un bilan exhaustif d'un monsieur comme son Excellence Paul Biya qui a passé 40 ans au pouvoir. Vous savez, la trajectoire est presque, j'allais dire, inédite et divine, parce que le président Paul Biya se présente aujourd'hui comme un doyen des présidents dans le monde. Parce qu'on a vu, vous avez souvent vu sur les réseaux sociaux, on met les présidents américains, on met les présidents français, et on se rend compte qu'à partir de ces images qui ne sont pas anodines, que le chef de l'État, Paul Biya, reste une figure de proue dans le monde aujourd'hui en termes de présence à la tête de la magistrature suprême. Pas toujours pour le célébrer, lorsqu'on le compare à ceux qui étaient là il y a 10, 15 ans, 30 ans, qui sont partis. Voilà, pas toujours pour le célébrer. Ce que je voudrais dire, c'est simplement qu'il est intellectuellement difficile de faire un bilan qui puisse être totalement satisfaisant à l'endroit d'un chef de l'État qui a une telle longévité au pouvoir. Parce que s'il avait fait 10 ans, s'il avait fait 15 ans, je vous assure, sur ce plateau, on aurait pu vous dire
tel point, en telle année, jusqu'à remonter dans les 15 ans. Mais c'est 40 ans, Madame Moninon aussi. Donc, ce n'est pas aussi évident de le faire. Mais nous pouvons réussir à le faire si nous passons sur des chantiers, sur des champs qui peuvent être opératoires. C'est-à-dire que si on utilise ce que je voudrais appeler techniquement ici la méthode impressionniste, c'est-à-dire une méthode qui est basée sur les faits, sur les indices. Et s'appuyant donc sur les indices, on va dire, premier point, sur le plan démocratique, on voit aujourd'hui que le Cameroun a près de 300 partis politiques. Cela, quoi qu'on puisse dire, est la traduction de l'œuvre d'une vitalité démocratique. Maintenant, c'est vrai, le nombre de partis politiques n'augure pas forcément l'idée d'un multipartisme intégral. D'aucuns vous diront démocratie de bavardage. Vous pouvez parler, mais si vous ne pouvez pas arracher le pouvoir, ou bien... Ce qu'on puisse dire, c'est que les principes de base de la démocratie sont posés. C'est-à-dire le pluralisme démocratique, il y a plusieurs partis politiques. Oui. Il y a l'organisation permanente des élections lorsque le temps arrive, les élections municipales, législatives, régionales, sénatoriales et l'élection présidentielle. Chaque fois que le temps est arrivé, on les a organisées, quelle que soit la température. Et qu'est-ce qui explique que ces élections sont tout le temps contestées par l'opposition, qui demande la révision du code électoral, qui demande par exemple une élection à 2 tours, etc., pour s'arrimer aux organisations modernes, entre guillemets? Écoutez, aucune démocratie n'est axée sur l'absolutisme, c'est-à-dire qu'aucune démocratie n'est totalement arrêtée, tout est perfectible. Vous voyez, aujourd'hui, c'est évident, lorsqu'on organise une élection, ce qui est souvent retenu, c'est que une élection ne peut se passer de la manière la plus transparente qui soit. On a vu même un pays comme les États-Unis, qui sont l'image des pays, on a souvent appelé les pays du classicisme démocratique, c'est-à-dire que des pays démocratiques qui ont inspiré les autres pays, parce que quand vous prenez la Constitution américaine de 1787, vous voyez, elle date de 1787, elle y est encore jusqu'à ce jour, elle ne subit qu'un certain nombre d'amendements. Ce sont des pays de référence, mais tout dernièrement, nous avons vu qu'il y a eu des contestations en matière électorale. Donc ce n'est pas une originalité camerounaise. C'est pourquoi on met des institutions telles que la justice pour rétablir ceux qui ont perdu leurs droits, parce que ceux qui ont eu raison, la justice est là pour dire, écoutez, vous avez eu raison, on vous rétablit dans vos droits. Si vous avez perdu, on vous déclare vainqueur. Ou si vous avez été déclaré vainqueur au départ, on vous déclare vaincu, justement parce que la justice aura intervenu. Et vous savez, lorsque, par exemple, le Conseil constitutionnel a rendu une décision, cela devient comme un dogme, cela devient inattaquable. Lors des multiples contestations qui ont cours après les élections au Cameroun, notamment les présidentielles, on vous dira il y a peu d'objectivité dans le verdict du pouvoir judiciaire, dans la mesure où le candidat contesté est le patron de cette magistrature-là. Comment arriver à légitimer les résultats qui sortiront dans un tel système? Oui, il importe de faire une précision, bien évidemment, à partir de la question que vous posez, pour indiquer que cela peut donc être perfectible, parce qu'il est difficile d'être président-candidat. Je voulais prendre un exemple. D'accord. Vous êtes candidat, alors que vous êtes président, c'est vous qui nommez le président du conseil électoral, du conseil constitutionnel, c'est vous qui nommez le président de la direction générale de l'ECAM. Cela devient très difficile d'estimer qu'il peut avoir une transparence. C'est pourquoi dans les constitutions, par exemple la constitution malgache, il est indiqué qu'avant 20 jours de la tenue de l'élection, il faudrait que le président en poste démissionne. Et là, il apparaît sur la scène comme un simple candidat. Donc nous pouvons tendre vers ce côté perfectible de notre démocratie. Donc nous appelons de tous nos voeux que pour qu'on puisse éviter des soupçons qui puissent peser sur le processus électoral, parce que le président est à la fois candidat, il peut influencer à tout moment la procédure électorale, parce que s'il se rend compte que le directeur général de l'ECAM peut être suspecté de ne pas lui donner raison, il peut à tout moment prendre un décret pour le démettre. Voilà, pour le démettre de ce poste. Donc c'est pour dire que notre démocratie... Pareil pour le président de la Cour constitutionnelle. Bien entendu, c'est donc pour dire que notre démocratie doit donc plonger doit ramper dans la logique de la recherche de la perfection. C'est-à-dire qu'on voit dans quelle mesure il faut donc améliorer cela pour que le président candidat n'impacte pas la procédure électorale. Parce que s'il est candidat et il reste président,
vous convenez avec moi que tous ces soupçons qui pèsent sur la transparence ne vont jamais partir. Et pour cela, donc, il faudrait que le chef de l'État, avant 20 jours de la tenue des élections, démissionne et se présente comme un candidat, un candidat sans statut de candidat président. Alors, il y a quelques jours, il y a un parti politique au Cameroun qui a pignon sur rue pour nommer le MRC et a organisé le renouvellement de ses organes de base dans la ville de Douala en procédant de façon électronique et en l'espace de 2 heures de temps. Les résultats étaient connus. C'est possible que cela fasse tache d'huile lors d'une présidentielle au Cameroun, n'est-ce pas? Bien entendu, Monique, là aussi, madame. Je l'indiquais tout à l'heure avec faste et chaleur pour dire que toute la démocratie ne peut être qu'une démocratie permanemment perfectible. Nous avons toujours appelé de tout nouveau, nous qui sommes constitutionnalistes, pour dire que pour que, par exemple, le président de la République bénéficie d'une large légitimité, il faudrait qu'il y ait, par exemple, une élection à 2 tours. Parce que quand je me rappelle de l'élection de 92, on vous dit que le président Paul Biya a gagné à 39%, 39,97% contre 37, quelque chose pour cent. Vous convenez avec moi que si nous voulons rentrer dans la théorie de la répartition des sièges et même de la prise en compte du degré de légitimité, on va se rendre compte que pour un premier tour, dans un contexte du choix d'un chef de l'État, on ne peut pas se résumer à un chef d'État qui gagne l'élection avec 37%. Pour cela, donc, il faut songer à un second tour qui peut donc amener le jeu des saucissonnages, les jeux des apparentages, pour que nous ayons finalement un chef de l'État qui puisse porter la légitimité de tout le peuple. Je suis en train de vous dire que c'est tout à fait intéressant les questions que vous posez parce que cela permet de voir dans quelle mesure nous pouvons perfectionner notre processus démocratique au Cameroun. Juste une volonté politique. Juste une volonté politique. Vous voyez, on a 2 tours, on a un seul tour. Pourtant, la plupart des pays aujourd'hui sont montés à un scrutin majoritaire à 2 tours. Alors, avant de vous proposer le premier reportage réalisé par Rodrigue Tonguet sur les expressions propres à Paul Biya, je vous pose une dernière question avant d'entrer dans la phase des reportages. Eh bien, dès son premier conseil de ministre, le président Paul Biya prescrit rigueur et moralisation comme des valeurs qui devraient diriger, meubler leurs actions. Jean Essomba, 40 ans après, quel bilan? Oui, vous savez, ces 2 concepts qui se sont positionnés comme des moyens de gouvernance de l'État du Cameroun. C'est-à-dire que la rigueur dans la gestion, la moralisation, par exemple, dans les questions liées à la gestion des ressources, surtout des ressources financières. Et vous voyez, vous convenez avec moi que ces 2 expressions ont joué à un moment donné, mais semblent devenir des expressions creuses aujourd'hui, parce qu'un phénomène comme la corruption a pris de l'ampleur, elle est devenue presque systémique. Et il y a autre chose. La rigueur aujourd'hui, me semble-t-il, a disparu parce que nous sommes dans un contexte d'impunité. Quand vous voyez aujourd'hui les actes de prévarication qui sont portés sur la fortune publique, quand vous voyez tous ceux qui vont en prison aujourd'hui, le vol ne se fait plus aux millions, mais c'est aux milliards. Ça devient donc, on se dit donc que les concepts de départ qui étaient des sillons tracés par le chef de l'État pour, comme lui-même il aime à le dire, l'épanouissement des Camerounais. Aujourd'hui, on a l'impression que ces concepts sont devenus creux et qu'il y a une montée en puissance justement de la corruption, de l'impunité. Et ce qui fait croire aujourd'hui aux uns aux autres que 40 ans plus tard, il semble que le président n'a pas toujours trouvé la touche magique justement qui consiste à lutter contre la corruption et le vol de la fortune publique au Cameroun. Parce que nous allons y revenir, Louison Essomba. Le temps pour nous de suivre ce reportage de Rodrigue Tonguet qui revient sur les mots spéciaux de Paul Biya, ses particularités linguistiques. Sans psychanalyse, le Cameroun, c'est le Cameroun. Expression lâchée par Paul Biya au début des années 90 pour rappeler la spécificité de son pays, englué dans un débat sur l'opportunité de la tenue d'une conférence nationale, est fort évocatrice. Le chef de l'État voyait ainsi le sujet politique Cameroun comme unique, particulier et spécial
voire atypique. Généralement courtois, il n'hésitait pas dans les dédales de ce vif débat porté par l'opposition à avoir le verbe « haut ». Je l'ai dit et je le maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Et comme le Cameroun, c'est le Cameroun, il n'y aura donc pas eu de conférence nationale souveraine à la suite du Bénin, du Congo et autres, balayés comme notre triangle national par le vent de l'Est. Cette formule de Paul Biya est usitée aujourd'hui pour justifier tantôt la grandeur d'un peuple résilient, tantôt les servitudes de populations empêtrées dans la magouille, en tout cas de la débrouille et parfois du bricole. Au sommet de ce construit narratif, un président qui le lui tolère tant que ça peut doper la paix sociale et la cohésion. En 40 ans, le renouveau aura surfé sur les aphorismes « on se bat », on se débrouille ou trivialement on jongle. Avatar de Le Cameroun, c'est le Cameroun, le vin important de la longévité du président. D'ailleurs, Paul Biya n'était-il pas lui-même clair en 2015? Dur pas au pouvoir qui veut, mais dur qui peut. Produit de séminaires et de Sciences Po à Paris, le président élu à 71% en 2018 a parfois eu le ton menaçant devant ce qui est assimilé à des velléités d'hypothèque à son pouvoir. En 2008, au cœur des émeutes dites de la faim, le deuxième président de l'histoire de la République du Cameroun a sorti du chapeau les apprentis sorciers, remettant le couvert sur la formule « Qui sont ces vendeurs d'illusions ?» parlant en ces temps-là d'opposants casseurs de la période des villes mortes. Vouloir mettre Douala à feu et à sang, c'est, dis-je, vouloir porter une atteinte grave à l'existence même du Cameroun. Nous passerons, le Cameroun restera. Paul Biya, qui a cédé parfois sous la pression de la foule, des officines, des puissances étrangères, confiant qu'il est le meilleur élève de la France en matière de démocratie, ou rassurant d'autres partenaires que le Cameroun est la chasse gardée de personnes, s'est ainsi montré plus flexible et diplomatique sur des questions jugées par des analystes comme périphériques, et a affiché des dehors impertinents lorsqu'une menace est détectée sur le mandat que lui a confié 7 fois déjà le peuple souverain. Le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Au-delà du langage politique, le renouveau a été secoué par des balbutiements du point de vue économique. On a parlé du plan d'ajustement structurel, on a parlé de la dévaluation du franc CFA, les temps forts de l'économie du renouveau, sous la plume d'Arnaud Guéfac. L'économie camerounaise, en revue rétrospective sur les 40 dernières années, relisons l'histoire à reculons. Première ère, celle actuelle marquée par une vedette au crédit du renouveau. La stratégie nationale de développement circonscrite entre 2020 et 2030. La stratégie nationale de développement 2030 a quand même intégré les leçons tirées de la mise en œuvre du document stratégique pour la croissance et l'emploi. Le DSCE, boussole des grandes réalisations programmées pour l'intervalle 2009-2019. Une autre ère. Première partie de la vision à long terme du Cameroun pour devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur, ou si vous voulez, pays émergent. Un document de stratégie pour la croissance et l'emploi déclaré échoué à terme.
DSE qui n'a pas vraiment atteint ses objectifs et SND 30 qui a apprécié. Donc le gouvernement a vraiment pris une bonne stratégie. Le DSCE était la subséquence de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. La fin d'une ère de crise économique partie des années 87. Un marasme économique sans pareil avec un ensemble de conséquences. D'abord la dévaluation du franc CFA. Le Cameroun pris sous le diktat du Fonds monétaire international et son programme d'ajustement structurel. Que de contraintes. Par exemple, la baisse des dépenses, compression des effectifs personnels, baisse des salaires, libéralisation des prix. La crise économique mondiale de 2008, heureusement, passait sans gros dégâts économiques sur le Cameroun. Son système bancaire n'étant pas trop connecté au système international, les chocs du point de vue financiers ont été faibles. Par contre, il y a eu plutôt l'effet prix qui a causé une cherté de la vie dans le pays et ce qui a conduit à ce qu'on a appelé la crise de la faim. Le gouvernement, en 2016, signe un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les retombées ne semblent pas encore très claires. Les premières années de renouveau sont guidées par un slogan politique fort, évalué aussi sur le plan économique, rigueur et moralisation. On peut dire à bien des égards qu'il y a eu une certaine rigueur, mais l'ampleur des détournements des deniers publics et surtout la corruption ne sont pas de nature à soutenir qu'il y a eu une moralisation des comportements des citoyens. Le renouveau en 40 ans signe à son bilan 4 périodes majeures de son économie. Biya, contrairement à l'idée reçue, quand il arrive au pouvoir, toutes les patates sont déjà cuites. Les ratios de solvabilité et les ratios de liquidité sont déjà passés au rouge. L'endettement est déjà multiplié par 9 entre 1972 et 1982, passant de moins d'un demi-milliard de dollars en 1972 à près de 3,5 milliards de dollars en 1982. Donc en fait, l'endettement est déjà là. Même comme la croissance au début des années 80 reste suffisamment robuste, mais tous les fondamentaux de l'économie sont déjà affaiblis. Eh bien, retour sur ce plateau avec vous, Louison et Samba. Paul Biya avait hérité d'un pays stable, avec une économie saine selon sa déclaration, un pays à revenus intermédiaires comme la Côte d'Ivoire, puis peu après, tout cela s'effondre. Dites-nous, les aléas économiques mondiaux suffisent-ils à justifier cet effondrement? Oui, bien entendu, je voudrais avouer mon ignorance sur le fait que je n'ai pas des aptitudes fortes en matière économique, mais il faut de là reconnaître que le Cameroun a traversé, et pas forcément le Cameroun, mais il y a eu des crises sur le plan mondial qui ont affecté les États africains et le Cameroun n'a pas été épargné du tout. C'est pour cette raison que le président de la République est monté de palier en palier. On a commencé avec le programme des ajustements structurels, le document de stratégie de la croissance économique, le document de la stratégie nationale de développement 2020-2035 et beaucoup d'autres programmes sur le plan économique qui ont été mis en place pour essayer de relancer notre économie. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure au prologue de mon propos, j'ai souligné le fait que le Cameroun a commencé à vivre des actes, par exemple, de corruption depuis 1986. Et vous vous rappelez que lors d'une émission à la télévision nationale... L'époque où il y a eu détérioration des termes d'échange. Voilà, il y a eu la détérioration des termes d'échange. Il y a eu ces crises, la crise d'ailleurs des partis des États-Unis, cette crise qui a presque, tendu ses tentacules un peu partout dans le monde. Le Cameroun n'a pas échappé, comme je l'ai dit. Et c'est pour cela qu'il a été très difficile pour le président de la République, au regard d'une sortie préliminaire, où il indiquait que le Cameroun n'ira jamais au FMI ou à la Banque mondiale internationale. Et plus tard, il s'est rendu compte des réalités qui nous ont tous rattrapés parce qu'il y a eu des crises, au-delà des crises, il y a eu des fortes manifestations de détournement sur la fortune publique.
il y a eu la montée de l'impunité, comme je l'évoquais tout à l'heure, et tout cela a fait de sorte, tout cela mis en cohérence, a fait de sorte que le président se rende compte qu'il était difficile pour le Cameroun de ne pas aller tendre la main au Fonds monétaire international. Justement, le Cameroun est retourné au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, et on situe l'épicentre de la corruption au Cameroun à partir des années 1994, avec la dévaluation du franc CFA déclarée à Dakar au Sénégal en janvier 1994, coupe des salaires, dégraissement du personnel de la fonction publique. Quelles sont selon vous les conséquences de cette partie du Cameroun, de ce dégraissement sur la vie du Cameroun rendu en 2022? Oui, Madame Monouna aussi, ça a été un moment très difficile qu'a traversé le Cameroun. Vous voyez, moi j'étais tout petit, élève au lycée. Je voyais comment la cour était bondée de voitures. Vous voyez tous les enseignants qui venaient. Vraiment, celui qui se battait avait la petite voiture de cette époque-là. Mais après le coup d'éclat frappé par la dévaluation, on a vu nos enseignants commencer à venir à partir des motos. Et même à un moment donné, les motos ont disparu. On les voyait aller à pied autant que nous pour arriver au lycée. C'est à partir de là qu'on s'était rendu compte que le phénomène a sérieusement et dangereusement impacté sur la vie publique. Et nous avons vu, il y a eu des actes de licenciement, on ne va pas dire, mais pour motif économique, de nombre de nos personnels administratifs. Et à partir de là, on s'est rendu compte que le Cameroun traversait des moments extrêmement difficiles. Et comme je l'ai indiqué, on se demandait à un moment donné par quelle alchimie on allait sortir la tête de l'eau, puisque à tout moment, il y avait ce discours rassurant des chefs de l'État qui venaient nous dire ne vous dérangez pas, nous sommes en train de sortir la tête de... le bout du tunnel. Voilà, nous sommes en train de sortir la tête du bout du tunnel. Ne vous dérangez pas, serrez les ceintures et je pense que les choses iront. Je pense que c'est à travers les mots, parce que vous savez, les mots sont porteurs d'espoir, que le président avait réussi à remonter l'espoir auprès des Camerounais. Et nous avons vécu ce que nous avons vécu cette période-là. 1989-1990, les chocs économiques donnent naissance aux tensions sociales. Vous vous souvenez avec les villes mortes. Dites-nous, Paul Biya a-t-il réussi ce passage dans l'intérêt du Cameroun et des Camerounais? Oui, bien entendu. On se rend bien compte que durant toute cette période de crise sécuritaire, au-delà de la sécurité, des crises sociales, on s'est rendu compte que le président de la République avait toujours cherché le moyen idéal pour essayer de juguler la crise. Mais ça devenait un peu très difficile parce qu'on voyait la tension du peuple. Parce que, comme je vous l'ai dit, à sa prise de pouvoir en 1984, le 6 novembre, vous savez, les Camerounais ont fondé tous les espoirs sur le chef de l'État. On était certain que, quelle que soit la crise devant laquelle on pouvait faire face, le président trouverait toujours une solution miracle. Mais on se rappelle qu'en 2008, vous avez vu, on a parlé d'une crise de la faim. Les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim, parce que les Camerounais avaient crié « Oh, Hulf, on a faim, monsieur le chef de l'État ». Et vous voyez qu'en cette période-là, au-delà de trouver des stratégies visant justement à juguler la famine, il a été fait l'une des réformes aujourd'hui qui a permis au chef de l'État de rester à la tête de l'État, c'est-à-dire que la réforme du 14 avril 2014, qui a permis aujourd'hui au chef de l'État encore de briguer d'autres postes. D'ailleurs, il est s'y maintenu durablement autant qu'il le voudra parce que le verrou de limitation de mandat a été élevé. Alors, nous allons rester en politique avec vous, Luzon Essomba, après les tragiques événements de Bamenda, le 26 mai 1990, le jour qui marque le lancement du parti SDF par Nidjon Frondi. On a comptabilisé 6 morts, personnes mortes par piétinement. Quelle est la place de l'opposition rendue à 2022, pratiquement plus de 30 ans après? Paul Biya reste-t-il le champion, toute catégorie, ou alors fait-il face à une opposition désorganisée, mal structurée, qui lui permettent de trouver ses marques et de rester éternellement au pouvoir, si vous me permettez l'expression? Oui, la question que vous posez m'amène à faire ressortir une de ces expressions, d'ailleurs, qui venait de passer tout à l'heure. Ne reste pas au pouvoir qui veut, mais reste au pouvoir
qui peut. Et ce jour-là, le chef de l'État a renchéri en indiquant qu'il n'a pas pris le pouvoir de par la force. Il a toujours battu régulièrement tous les candidats qui viennent en opposition à lui. Et cela permet donc justement de plonger le doigt à la question que vous posez si bien. Vous savez, nous avons une opposition au Cameroun qui s'oppose sans s'opposer. Qu'est-ce que je veux par là dire? C'est une opposition qui s'attaque à l'homme, mais ne s'attaque pas à un système. Et au-delà de s'attaquer à l'homme, c'est d'abord une opposition qui, à mon sens, ne peut pas aller en rang dispersé et prétendre se débarrasser facilement d'une formation politique. Je peux dire qu'il y a 40 ans aujourd'hui. Quelles sont les faiblesses de l'opposition? La première faiblesse de l'opposition, c'est son incapacité à mutualiser les forces. Parce que vous avez un RDPCA qui a le pouvoir, qui a le savoir, qui a les avoirs. Et à partir de là, ils ont tous les moyens possibles pour gagner une élection. Je ne le dis pas pour décourager les formations politiques, mais je dis, à l'heure actuelle, si nos formations politiques de l'opposition vont toujours en rang dispersé, surtout dans le cadre d'une élection comme l'élection présidentielle, je vous avoue que tant que son excellent Paul Biya mettra la candidature, il va gagner. Il va gagner pourquoi? Parce que le RDPC connaît un éparpillement sur toute l'étendue du territoire jusqu'au dernier retranchement du territoire. Vous allez aller dans un dernier recoin de l'État du Cameroun, vous y trouverez peut-être le pagne du chef de l'État. Et une maman là-bas, vous n'allez pas la convaincre. Vous allez lui dire, il faut voter pour Kamto. Elle va vous dire, c'est qui? Or, elle dit, moi je connais Paul Biya parce que j'ai peut-être son pagne, je vois, ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre opposition gagnerait à aller sur le terrain, à proposer d'autres alternatives, comme justement dire aux gens, écoutez, le système peut-être n'est plus bon, vous convenez avec nous, vous souffrez, votez maintenant pour un parti de l'opposition, nous allons nous mettre ensemble et à partir de là, nous pouvons changer le système. Alors, quand on observe sur le terrain, de façon empirique, le RDPC ratisse très large, que répondez-vous à l'opposition qui pense que le RDPC ne joue pas franc jeu dans la mesure où il utilise les moyens de l'État? On voit par exemple les voitures de l'administration se déployer dans les contrées lointaines pour battre campagne. À un moment donné, il est bien difficile de se départir des biens de l'État lorsqu'on les utilise. Et c'est pourquoi on parle de parti-État ou bien d'État-parti. Parce qu'à un moment donné, le RDPC peut ne pas dissocier justement les biens de l'État, les biens personnels, au moment où, par exemple, qu'il faille battre campagne. Et je me rappelle que, par exemple, je refais une digression, en 1990, vous avez vu le leader du SDF, Nidjon Fundidi, lorsqu'il battait ses campagnes, il disait Paul Biya, à Kacham, à Kilam, vous voyez. Donc on a l'impression que les leaders de l'opposition veulent s'attaquer à l'homme. À l'homme et non pas au système. Et non pas au système. Donc moi, nous pensons que pourtant la difficulté aujourd'hui est systémique. C'est-à-dire que c'est un système qui est déjà huilé, difficile à changer, et cela fait de sorte que si le système est changé, peut-être les Camerounais pourront finalement voir le bout du tunnel. Nous allons progresser dans cette émission spéciale consacrée 40 ans de pouvoir de Paul Biya à la magistrature suprême. Avec la réalisation, nous allons tout droit vers ce renouveau où tout n'a pas été rose pendant 40 ans. On ne parlera pas de Paul Biya comme bête politique. Vous avez suffisamment mentionné ses forces, ses avoirs et ses savoirs. La réalisation, j'aimerais que vous nous proposiez ce reportage qui présente les passifs du renouveau en 40 ans. Le discours fédérateur du 6 novembre 1982 ne fera pas long feu, puisque 1 an et 5 mois seulement après son arrivée aux affaires, Paul Biya connaîtra la première crise de son règne. Elle compte d'ailleurs parmi les plus importantes des 40 ans du renouveau. Le 6 avril 1984, un groupe d'hommes de l'armée camerounaise entame la prise du pouvoir par les armes. Camerounaises, Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire.
Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État. Yaoundé est paralysé, les autres villes camerounaises sont sur le qui-vive. Le coup d'État est rapidement maîtrisé, mais la fracture sociale est profonde. Quelque temps après, le Cameroun ne sera pas épargné du vent de l'Est qui souffle sur le continent africain et après des revendications sous cap, la loi du 19 décembre 1990 consacre le multipartisme. Les échanges sont de plus en plus rudes, la rue devient alors le lieu d'expression. Les villes mortes s'imposent dans une bonne partie du Cameroun. L'armée appelée à la rescousse charge. Au bilan, des morts à l'appel. La société civile, les syndicats et les partis politiques se mettent ensemble pour dire le mal-être. Au mois de février 2008, face à la hausse sans cesse croissante des prix des denrées de première nécessité, éclate la grève de la faim. Elle s'écoule au Cameroun, des barricades sur la voie publique, des véhicules et des biens détruits, des magasins et boutiques pillés, des pneus brûlés sur la chaussée jusqu'aux encablures du palais de l'Unité au quartier étourdi. Dans un ton ferme, l'homme du 6 novembre traite les manifestants d'apprentis sorciers. Les corps de métier étouffent, disent-ils, du fait de la gouvernance. Les médecins et personnels soignants, parfois obligés d'accrocher la blouse pour se faire entendre. Les transporteurs garent les véhicules, inquiets de la hausse du prix du carburant à la pompe. Que dire des enseignants? Sous la bannière du mouvement On a trop supporté, revendiquent l'intégration, la révalorisation salariale et le reclassement. Ils ont laissé tomber la craie pour dire la misère. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est partie d'ailleurs des revendications corporatistes avant de prendre une autre coloration avec au passage des milliers de déplacés internes et des réfugiés. Tel un roseau, le renouveau a plié devant ces convulsions sociales, mais n'a jamais rompu. En 40 ans, on n'aura pas connu l'embrasement social. Nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant des richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Tout n'a pas été rose, tout est perfectible. Alors, Luzon et Somba, à l'observation de la classe politique au Cameroun, la place qu'occupent les jeunes et les femmes, est-elle celle que mérite cette catégorie sociale? Je rappelle qu'au Rwanda, en Afrique, 50% des postes ministériels sont occupés par les femmes. En France, c'est une femme qui est au perchoir à l'Assemblée nationale, une femme Premier ministre, une femme ministre de la Défense. Au Cameroun, quelle analyse faites-vous? Oui, l'analyse que nous pouvons faire sur la place des jeunes et des femmes, c'est une analyse froide pour dire que lorsqu'on se... D'ailleurs, les tests camerounais prévoient justement ce qu'on a appelé la composition sociologique qui fait donc intégrer non seulement le genre, c'est-à-dire que les femmes, mais qu'il faut aussi intégrer l'aspect jeune, c'est-à-dire que les jeunes. Et vous voyez aujourd'hui que lorsque ces éléments ne sont pas pris en considération, cela devient très difficile. Et je me rappelle que dans une décision, j'oublie peut-être l'affaire, le juge a annulé une liste d'un parti politique du fait de ce qu'on n'avait pas respecté la composition sociologique. C'est pour dire aujourd'hui que si je voudrais prendre au niveau administratif, nous avons le regret de constater que nous n'avons pas, par exemple, une femme gouverneur. Nous avons déjà, on a une femme préfet, il y a plusieurs femmes sous-préfètes, mais nous n'avons pas encore une femme gouverneur. Bon, nous avons des femmes ministres, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'elles doivent être au nombre de 3 ou de 4, ce n'est pas suffisant. Dans un gouvernement de près de 60 ou de 50, il en faut davantage. C'est un problème de potentiel? Oui, c'est un problème. Non, pas de potentiel. C'est un problème aujourd'hui, d'abord, du respect même de l'égalité, de la dignité humaine. Vous voyez, je prends un exemple. Dans la succession au niveau du régime parlementaire en Angleterre, la succession se fait par primogéniture, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, mais en accordant la priorité aux hommes. Mais maintenant, depuis les questions de l'égalité
entre les hommes et les femmes, la question de la primogéniture a disparu. Maintenant, une femme peut succéder au même titre qu'un homme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les textes même dans la succession voudraient que le père, aujourd'hui, peut choisir une femme. Comme chez moi, ma famille, c'est une femme qui est chef de famille. Vous voyez, dans une cohorte d'hommes, nous sommes plus d'hommes que de femmes, mais le père a choisi une femme. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les questions, et il a été même démontré, je crois que j'ai une étude sous la main, où un penseur hollandais démontre que les femmes gèrent mieux le pouvoir que les hommes. Parce que, partant sur le principe de l'incorruptibilité, parce qu'on estime que, par principe, les femmes ne sont pas corruptibles. Et qu'une femme à un poste a des capacités élevées de mieux gérer qu'un homme qui peut se laisser facilement aller par des actes Le professeur Dufo a lancé le mouvement More Women in Politics pour encourager les femmes à se positionner, à quitter les backstage pour venir un peu plus devant. Qu'est-ce que cela a apporté concrètement, ce mouvement-là? Oui, le mouvement a essayé d'impacter sur la vie politique. Vous voyez, aujourd'hui, on n'avait pas assez de femmes, j'ai dit tout à l'heure, sous-préfète, préfet. J'ai dit, ce qui reste à faire, c'est d'avoir une femme, par exemple, gouverneur dans le commandement. Mais tout cela se fait un peu comme la Constitution l'a dit, dans un principe de progressivité. On va y aller de manière progressive et de plus en plus, je crois que les femmes auront leur place dans la scène politique. C'est indéterminé. Oui, c'est bon, mais c'est toujours est-il que cela va se faire nous sommes en 2022. Avant 2022, vous vous rappelez, d'ici on fait 20 ans en la guerre, il n'y avait même pas une seule femme comme sous-prophète. Donc vous voyez aujourd'hui que les choses vont se préciser au fur et à mesure que le temps passe. À un rythme qui est relativement apprécié. Eh bien, cette semaine également, on parle de plus en plus de ces Camerounais qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Eh bien, le président de la République a fait débloquer 125 millions de francs CFA pour le rapatriement volontaire de 630 compatriotes. Reportage. Des cris de joie et chants de ralliement poussés par ces Camerounais de retour au Bercail après le périple équato-guinéen. 52 au total pour cette première vague. Ils sont accueillis ce 31 octobre par le gouverneur de la région du littoral à l'aéroport international de Douala. Le calvaire en mémoire, ils disent leur joie. Ils ont saisi mon passeport avec mon carnet de vaccination internationale, mon acte de naissance, ils ont déchiré derrière moi. Ils m'ont frappé d'une façon que je n'arrive pas à comprendre. Tous nos frères sont encore en cellule. Merci à notre ambassadeur. Nous sommes très bien arrivés. On remercie le Cameroun. Le pays reste le pays. Merci, monsieur le président. Je veux que comme le père a commencé, il faut qu'il finisse. Pardon. Il faut qu'il fasse quelque chose. L'espoir nourri après ce retour aux sources, précédé par des tests de santé et prise de paramètres divers. Une fois arrivés ici à l'aéroport, ils seront testés et bénéficieront d'un test Covid. Une vaccination volontaire serait également proposée à toutes ces personnes. Une prise en charge des compatriotes expulsés du pays voisin, initiée par le gouvernement camerounais et ses représentations diplomatiques. Il y a également ceux désirant rester sur le territoire équato-guinéen. À ce titre, dont l'ambassade du Cameroun s'est mobilisée pour pouvoir permettre à ceux-ci de pouvoir obtenir des titres de résidence. On rappelle, c'est depuis le 20 octobre que le gouvernement équato-guinéen a entrepris le rapatriement forcé des étrangers sur son sol. Officiellement, l'opération vise les résidents en situation irrégulière. Voici la dernière vague des Camerounais expulsés de Guinée équatoriale qui franchissent la frontière Kiossi. Parmi eux, une primipare âgée de 16 ans qui a aussitôt donné naissance à un bébé prématuré. Sa mère et ses cadets qui l'accompagnent sont démunis. Pas de layette. Je n'ai pas préparé le voyage pour quitter en Guinée pour venir. Le voyage a été brusqué. Pardon, tous ceux qui vont m'écouter me viennent en aide. La première dame me vient en aide. J'ai un bébé qui vient de naître, qui ne respire pas bien. Avec des difficultés respiratoires, le plateau technique du centre de santé qui l'accueille n'est pas en mesure de prendre en charge ce nourrisson d'1,9 kg. Comme nous, on n'a pas de couveuse à notre niveau, nous avons essayé les méthodes kangourou avec une prise en charge et antibiothérapie. Juste à côté, une autre Camerounaise dans le désarroi. Après avoir récupéré de justesse son bébé d'1 an et demi,
dans le tumulte des expulsions, confie sous anonymat n'être pas prête à abandonner le fruit de 5 années de labeur en Guinée équatoriale. Je n'ai pas le choix puisque j'ai un salon tout plein et tout, et ma maison, 2 télés, tout ça, je ne peux pas laisser. Ça, c'est une souffrance de 5 ans quand même derrière moi. La police et la Croix-Rouge camerounaise sont disposées de l'autre côté de la frontière pour accueillir, rassurer et administrer les premiers soins à ceux qui sont dans le besoin. Eh bien, vous avez suivi cette Camerounaise qui, dans les propos que nous avons eus, parlait d'une boutique, d'un salon de coiffure où elle a investi 2 500 000 francs CFA. Il y a le droit de propriété. Des Camerounais y ont abandonné leurs biens, partis forcés, comme on le dit trivialement. La Guinée équatoriale, comme le Cameroun, a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme. Et on parle de plus en plus de la libre circulation des hommes et des biens, de l'intégration sous-régionale. Jusqu'à présent, l'exemple de l'Afrique de l'Ouest semble ne pas faire tache d'huile en Afrique centrale. Nous, là aussi, il faut avouer que je suis un peu frappé d'émotion à la suite de ces images que je venais de regarder, qui ne sont pas les premières. Je voudrais vous avouer que lorsqu'en 1972, l'UDA est créée, l'Union des États de l'Afrique centrale, il y a par un traité, parce que c'est le traité qui crée cette organisation communautaire, il y a des pays qui ont traîné la patte. Et lorsque la CEMAC est mise en place en 1994, elle entre en vigueur en 1999. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 États qui ont traîné la manifestation de leur volonté. Il y a le Gabon et en dernier, la Guinée équatoriale. C'est-à-dire le Cameroun était le tout premier pays à adhérer, suivi du Tchad, suivi du Congo-Brazza, et le Gabon et la Guinée sont les derniers pays. C'est pourquoi donc le traité entre en vigueur en 1999, pourtant ayant été ratifié depuis 1994. Maintenant, entre autres objectifs fondamentaux de ce traité, et puisque le traité est toujours de vigueur, c'est la libre circulation des hommes, des biens, des capitaux. C'est-à-dire que l'objectif de l'utilisation en commun de la monnaie, d'une monnaie, est venu plus tard. Mais les objectifs principaux, c'était d'abord la libre circulation des hommes, des biens et des capitaux. Maintenant, on va se rendre compte que en 1998, l'État équato-guinéen avait procédé à un rapatriement des Camerounais de cette manière, Soaïdjou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a 1978. Il a envoyé un jet privé 727 prendre les Camerounais qui revenaient, volontaires qui voulaient revenir. Première disposition. Et seconde disposition que le président Ayidjo avait prise, il a fait survoler. Suivi de cela, c'est très important pour les Camerounais, il a fait survoler sur le territoire, sur l'espace aérien de la Guinée équatoriale, un avion bombardier. Et un certain Mpele Yakana Gebama était au pilote. Il a fait circuler, ça n'a rien fait, ça a circulé seulement et c'est revenu. Et depuis lors, l'État équato-guinéen est resté calme. Va-t-on procéder par intimidation? Oui, peut-être aussi. On peut déjà y arriver parce que ça n'est de trop. Vous savez, Ayidjo, le président Ayidjo avait refusé d'annexer 3 États. Le Gabon, la Guinée équatoriale, non pas le Tchad, mais les 2 États, la Guinée et le Gabon. Et ces pays sont aujourd'hui peut-être frappés ou alors apeurés par le démon de l'invasion. Oui, écoutez, c'est un problème de gestion de l'intégration sous-régionale qui tombe dans une gestion restrictive. Je veux toujours vous dire, j'aime convoquer l'histoire pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Soaïdjo, et cela est juste, c'est encore présent jusqu'à ce jour. Quand vous allez en Bandjock, il y a tout un camp appelé le camp guinéen. Aujourd'hui en Bandjock, qui existe toujours. Et tous ces Guinéens-là sont de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est resté historique. Mais on ne peut pas comprendre que nous sommes rendus en 2022, au regard des relations fondées sur des supports diplomatiques et consulaires entre l'État équato-guinéen et le Cameroun, qu'on puisse en être dans ces actes de barbarie. Condamner, je vous dis, Amnesty International a condamné des actes de barbarie. Vous avez suivi le reportage. Quelqu'un
c'est vrai, ils ont lancé ce qu'ils ont appelé chez eux une opération de nettoyage. Et cette opération de nettoyage voudrait que tous ceux qui sont en conformité, ou bien comme on le dit très souvent, en règle, ne peuvent pas être chassés. Mais on s'est rendu compte que même ceux qui avaient leur passeport, leur carte de séjour, ont été brutalement maltraités dans des actes de cruauté incroyables. Et c'est pourquoi il y a eu la sortie de Amnesty International pour dire non, il y a quand même le respect de la dignité humaine, même si vous pouvez ne pas être d'accord pour des questions de flux et reflux, d'aller et venir, c'est-à-dire que de circulation, mais respectez quand même la dignité humaine. Regardez cette jeune qui accouche. Elle a failli accoucher. Elle a accouché prématurément. Et vous voyez, son accouchement est précoce, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle est mentalement traumatisée. Mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi l'État équato-guinéen. Et je voudrais finir par cette image, Monina aussi. Oui. Regardez bien, lors des rencontres au sommet de la CEMAC, parfois quand tous se retrouvaient, tous les chefs d'État, observez bien, le président Obiangema Bazogo est toujours tout près du chef de l'État, Paul Biya. C'est une image qui n'est jamais quittée. Si vous voulez faire, d'abord vous êtes journaliste professionnel, recoupez cette image, vous allez vous rendre compte que toutes les photos, le président Obiangema... Et qu'est-ce que ça traduit selon vous? Oui, mais ça traduit, on ne peut pas se rapprocher autant d'un chef de l'État si on n'a pas une marque de confiance envers lui, si on n'a pas une marque de respect. Mais cela veut dire que c'est une image pompeuse, mais qui laisse témoigner, qui laisse traduire comment dire, l'image d'une trahison. Vous embrassez pour mieux vous... Voilà, comme le disait Britannicus, on vous embrasse pour mieux vous étouffer. Pour mieux vous étouffer. Et c'est cela qui est carrément qui est difficile à comprendre. Pour sortir, il y a des millions de francs CFA, des économies des Camerounais qui sont restés de ce côté-là. Comment les récupérer? Quelles sont les mesures de rétorsion qu'on peut mettre sur pied pour rétablir la justice? On ne dédouane pas forcément tous les Camerounais. On sait qu'il y a eu ou alors qu'il y aurait des actes répréhensibles qui pourraient justifier le ras-le-bol d'un État, chaque État étant souverain. Le cas équato-guinéen ne fera pas exception. Comment récupérer les biens des Camerounais qui ont été abandonnés de ce côté-là? Oui, Monina aussi, je crois qu'il faut largement appuyer sur le support diplomatique. Les Équato-Guinéens ont la chance que nous avons à la tête de notre État un pacifiste. C'est quelqu'un qui n'est pas un vat en guerre. Parce que si le chef de l'État, Paul Biya, était un vat en guerre, je vous assure qu'aujourd'hui, nous serons certainement en guerre avec l'État équato-guinéen. Et même, il faut noter la résilience des Camerounais, la maturité du peuple camerounais. Parce que si le peuple camerounais aussi n'était pas mature, c'est qu'aujourd'hui, on en serait dans des actes de xénophobie. Mais on ne va pas rentrer dans cette logique-là. Ce que je voudrais, c'est que le président Paul Biya actionne tous les supports diplomatiques pour que tous les Camerounais qui y ont laissé des biens puissent rentrer en possession de ces biens. Eh bien, ce sera votre mot de fin. Merci beaucoup. Jean Somba, votre mot de fin pour conclure cette émission. Rapidement, on nous fait des grands signes du côté de la réalisation. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'État et humblement lui tendre une main tremblante en lui disant de prendre des décisions fortes et majeures qui, avant la fin d'année, certainement pour redonner de la vitalité à la vie politique de notre État. Et restaurer la dignité des peuples camerounais malmenés hors du territoire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous vous réitérons notre gratitude pour le soutien constant à cette émission. Par milliers, vous l'êtes d'un dimanche à un autre. Dimanche prochain, ce sera un autre rendez-vous, d'autres sujets d'actualité. Et je serai des vôtres avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. Mais demain, ne manquez pas le 13h bilingue en compagnie d'Harry Kedjan Atembe. Portez-vous bien et à bientôt.